Petite visite tropique marché. On y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention. Et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices. Boisdaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi. Des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres. Venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Avant de débuter, qu'en France, on ne dit plus pauvreté, mais sobriété subie. Le verdict est tombé dans l'affaire du meurtre de Dimitri Zami, 10 ans Pache. Les 3 prévenus sont déclarés coupables et devront purger de lourdes peines de prison. Le chauffeur ayant participé à l'assassinat, Kevin Agui, prend la plus petite peine avec 8 ans de réclusion criminelle. L'auteur du coup de feu, toujours mineur au moment des faits, lui est condamné à 18 ans. Ronny Jean-Lys, le commanditaire de l'assassinat, lui écope de 25 ans de prison. Et la colère gronde chez les officiers de police judiciaire. Depuis le début de la semaine, ces agents dénoncent la réforme de l'APJ qui prévoit de placer leurs services sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale, dépendant du préfet. L'APJ craint ainsi de perdre son ancrage territorial et son indépendance hiérarchique. Une grogne qui ne plaît pas en haut lieu, puisque suite à une mobilisation hier à Marseille, le chef de l'APJ de Marseille, Éric Areya, a été carrément démis de ses fonctions. De quoi rajouter à la colère existante. En tout cas, ici, en Guadeloupe, les policiers de l'APJ ont manifesté en silence devant leurs locaux du Morne-Verguin aux Abîmes contre cette fameuse réforme. Et suite au passage de la tempête tropicale Fiona, les agriculteurs de la Sarde à Capesterre-Belle-Eau sont littéralement bloqués. 5 routes sont complètement coupées, empêchant le trafic routier et les livraisons de production agricole. On fait le point avec Jean-Philippe Courtois. Là, nous sommes sur un quartier où les choses sont très difficiles, parce que comme vous le voyez, la chaussée est aujourd'hui donc fermée, puisqu'il y a eu cet éboulement. Les entreprises donc s'affairent à nous permettre donc de retrouver donc cet axe, puisque nous avons donc une quinzaine de familles qui sont bloquées, mais surtout là, c'est un problème sur le plan agricole, puisqu'une dizaine d'exploitations, parmi lesquelles donc on est déjà en période donc pour pouvoir sortir la banane. Nous avons des élevages porcins, des élevages caprins donc qui sont aussi donc en hauteur, donc pour lesquels nous devons trouver des solutions afin de permettre à ces entreprises de pouvoir tourner et surtout conserver l'emploi malgré les difficultés. En fait, les jours à venir sont extrêmement compliqués pour nous parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas exporter la production que nous avons. D'autant plus que nous avons un planté qui est en pleine récolte, là, actuellement. Donc, on n'a déjà pas pu récolter pendant à peu près 3 semaines. Et là, les jours à venir vont être compliqués. D'autant plus compliqués qu'on n'oublie pas une chose, c'est que la banane, c'est un produit de marché. Aujourd'hui, le marché est très correct. Il y a des prix qui sont intéressants et nous ne pouvons malheureusement pas exporter notre production. Les bureaux d'études ont été alertés de suite. Nous avons eu une réponse assez efficace et assez rapide. Et les travaux ont déjà débuté. Et on a un délai de 1 mois et demi pour faire ces travaux et faciliter l'accès à sortir des bananes. Et puis aussi des pots qui doivent sortir, je dirais, pratiquement tous les jours. Je ne peux pas épandre mon lisier, respecter mon plan d'épandage pour pouvoir épandre le lisier, vu que le lisier, c'est un effluent d'élevage qui est réglementé, parce qu'à forte dose, c'est un polluant. Il contient des azotes, il contient de la potasse, des nitrates. Donc on doit épandre environ 70 mètres cubes de lisier à l'hectare par année. Aujourd'hui, mes fosses se remplissent de lisier. C'est vrai qu'ils ont démarré les travaux. On nous informe, il y a 1 mois de travaux, bon, je comprends. Et mes fosses, entre-temps, ils se remplissent. Entre-temps, mes animaux, ils doivent manger. Entre-temps, je dois sortir du lisier et des porcs pour aller à l'abattoir. Donc, il y a triplement des problématiques.
Une situation réellement complexe. Et avec l'appui du département, la SIG commence les opérations de relogement des sinistrés de la tempête tropicale Fiona. Le reportage d'Olivier Félix. Ça pourrait être ma mère, ma sœur, mes cousins. Enfin voilà, c'est les gens qui ont été sinistrés, c'est des gens que forcément quelqu'un de la maison connaît. Et notre boulot, notre devoir, c'est de trouver des solutions. Et moi, je suis très impressionné par la manière dont tous les acteurs se sont mobilisés pour trouver une réponse rapide. Alors, c'est moi qui témoigne devant vous, mais il faut rendre hommage aux équipes. C'est les équipes qui ont fait le boulot. C'est Régis Ogoli et ses collaborateurs qui ont permis de trouver des solutions rapides pour que ces gens puissent être relogés rapidement dans des conditions dignes. Et quand on voit les angoisses qu'ils ont vécues, ben c'est important qu'ils se sentent à l'abri là aujourd'hui. Et c'est important que tout le monde ait mis la main à la pâte pour qu'ils se sentent à l'abri. C'est indispensable de pouvoir mettre en place ce plan d'urgence dans le cadre du relogement, donc avec la SIG en ma qualité donc de président, mais aussi avec le conseil départemental, le président Guy Losbar et la ville de Capesterre, permettre à toutes celles et ceux donc, qui ont été durablement touchés de pouvoir obtenir là maintenant un logement. Dans le cadre de ces 6 mois, ils vont être accompagnés par le CECAS, accompagnés aussi au travers donc, du fonds d'urgence du département pour pouvoir faire l'acquisition donc, des premiers mobiliers à l'intérieur et après pouvoir aussi conforter donc, leur installation au sein du foyer. Et à nous maintenant de pouvoir profiter de ces 6 mois pour leur trouver donc, un logement qui soit plus pérenne et qui leur permette de pouvoir maintenant installer la famille et vraiment s'éloigner de ce cataclysme qui les a fortement affectés. Nous avions eu l'occasion de voir les dégâts au lendemain de la tempête. Il était important pour moi de me rendre compte si les dispositifs que nous avons mis en place sont effectifs. Et là, effectivement, aujourd'hui, c'est le relogement d'un certain nombre de personnes. Je profite pour remercier les bailleurs qui ont joué le jeu, mais également le CECAS donc, de la ville. Nous avons mis le fonds d'urgence sur l'ensemble du territoire. Mais pour ces personnes, au-delà donc, du fonds de secours d'urgence, nous avons mis un fonds spécial qui va de 500 à 1500 € pour leur permettre de pouvoir s'installer dans de bonnes conditions et dans les 6 mois pour qu'on puisse s'organiser et faire en sorte qu'il puisse y avoir un relogement. Donc, lorsque tous les partenaires se mettent ensemble, nous avons donc l'efficacité au bénéfice de tous et on sent encore les stigmates, on sent encore cette angoisse liée à ce qu'ils ont vécu le jour du passage de Fiona. Un traumatisme qui sera long, effectivement, à régler. Et depuis le 3 octobre dernier, le hall des sports Paul Chonchon est fermé au public. Une décision qui fait suite à l'avis défavorable émis par la sous-commission consultative départementale. Le site devra être mis en sécurité. On fait le point avec Christophe Duclos, directeur des services techniques de Pointe-à-Pitre. On a un RP de catégorie 1 qui aujourd'hui est en non-conformité suite à la commission de sécurité. La non-conformité, elle est prononcée avec un avis défavorable de la part de la commission de sécurité avec un avis de fermeture. Il y a plusieurs points en fait de non-conformité, notamment la sécurité incendie. Mais derrière, vous avez aussi tout ce qui est évacuation, tout ce qui est issu de secours, tout ce qui est réglementation électrique. Voilà, donc ces points en fait de non-conformité m'amènent moi obligatoirement à protéger en fait Monsieur le Maire, c'est mon rôle. J'ai fait en fait un rapport où j'ai conseillé à Monsieur le Maire de fermer le bâtiment pour des raisons de sécurité. Au vu de l'importance des travaux qu'il y a lieu d'accomplir, il nous est difficile de nous projeter. Ce que la ville peut faire avec ses agents, nous pensons pouvoir l'achever dans un délai d'1 mois et pouvoir ouvrir partiellement un cours en novembre. Mais la grosse réouverture de hall des sports complété, achevé, puisque c'est un ouvrage inachevé qui a été mis en service sans avoir été réceptionné et en toute illégalité. Et donc nous sortons de l'illégalité progressivement et nous ouvrirons aussi progressivement. Il va y avoir en fait une ouverture en 2 temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Paul Chonchon qui est d'un côté et vous avez le CACEP de l'autre. C'est 2 problèmes différents. Aujourd'hui, vous avez Paul Chonchon qui a une non-conformité SSI, système de sécurité incendie, etc., qui va être réglé d'ici 2-3 mois, on va dire. À l'inverse, par contre, vous avez le CACEP qui, lui, est un bâtiment qui n'a pas été réceptionné. Il n'y a pas eu de commission d'ouverture.
Ce bâtiment, pour la commission de sécurité, est totalement en fait dangereux. C'est un bâtiment qui n'est pas fini. Il n'y a pas en fait d'évacuation de secours des étages. Vous n'avez pas non plus en fait de conformité au niveau du SSI non plus en termes de CACEB. Et donc ce bâtiment a été tout simplement classé dangereux par la commission de sécurité. Nous espérons que nos partenaires, que sont la région, l'État et les collectivités majeures, autres départements et Cap Excellence, vont nous apporter leur soutien, puisque en l'état, la ville de Pointe-à-Pitre ne peut pas assumer une responsabilité qui la dépasse en définitive. Car ce n'est pas que le sport de Pointe-à-Pitre qui se fait au rôle des sports. C'est toute la Guadeloupe, voire même la Caraïbe, qui utilise le rôle des sports. Donc je ne doute pas que nous aurons l'aide qu'il faut pour y parvenir. Et le défaut de cet équipement déjà porte préjudice à l'organisation de la Coupe départementale de basket. Et effectivement, fermeture qui visiblement sera prolongée pendant plusieurs mois, mais qui va sérieusement pénaliser les activités scolaires, sportives de la ville, mais aussi associatives, puisque effectivement beaucoup n'ont pas de locaux où stocker leur matériel ou bien pour tout simplement mener leurs activités. Donc ça va être assez compliqué, mais effectivement on arrive à entendre que le défaut de budget ait pu empêcher effectivement la réfection du bâtiment pendant la période Covid, vu que personne ne l'utilisait à ce moment-là. Et notez que les travaux de réhabilitation du marché de Bergevin, par contre, eux, ont commencé. Et on part pour une journée de sensibilisation autour des addictions. 7 écoles, collèges précisément du territoire de Cap Excellence ont ainsi participé à des ateliers de simulation leur permettant de comprendre l'impact de l'alcool, par exemple. Le reportage. Il est important pour nous de travailler sur toutes les formes d'addiction. Et donc après être allés vers les lycées ou vers les collèges, maintenant nous intervenons vers les lycées avec du théâtre forum, mais aussi l'ensemble de nos partenaires. Et nous ne pourrions faire cette journée sans la présence de l'Éducation nationale, car c'est avec la mission des décrocheurs scolaires qui était venue nous voir que nous avons décidé de monter ensemble un programme et de répondre à un appel à projet. Nous avons choisi le lycée Alexandre Buffon de Bémao pour déployer cette action, au sein duquel nous avons réuni 7 collèges du territoire de Cap Excellence, qui aujourd'hui bénéficient donc de la mise en place d'un théâtre forum et de 7 ateliers interactifs qui leur permettent de remobiliser leurs compétences psychosociales. C'est un atelier où on met les enfants en situation, donc à l'aide de lunettes climatiques qui vont représenter lorsqu'on a consommé de l'alcool, du cannabis, et pouvoir dire qu'à un moment, lorsqu'on a consommé, donc on ne peut pas maîtriser forcément ses mouvements, mais aussi être dans une fonction logique. Donc de les mettre en situation pour voir que voilà, lorsqu'on est sain et en situation de consommation, et de dire qu'on n'est pas en capacité de prendre forcément les bonnes décisions et de disposer de tout l'équilibre, de disposer de toutes ces facultés pour pouvoir évoluer lorsqu'on a consommé. C'est important de prévenir les jeunes, oui, face aux addictions. Notamment, on arrive à faire passer un message par notre partenaire 1000 Étoiles, qui a joué une belle pièce de théâtre permettant de sensibiliser les enfants sur le rôle des parents, sur aussi la façon dont on peut tomber dans des travers. On ne peut pas sortir, ça met aussi l'accent sur des problématiques sociales, des problématiques familiales qui conduisent vers les addictions. Et donc ça permet de leur dire attention, mais aussi vous n'êtes pas seul, vous avez la maison des adolescents, vous avez la mission sociale du rectorat, la mission des décrocheurs scolaires, vous avez Cap Excellence. Donc il faut qu'ils sachent aussi quels sont les acteurs du partenaire qui peuvent les accompagner dès lors qu'il y a eu des travers, qu'il y a eu une addiction. Et on part pour la Désirade, où l'ADI effectivement s'est rendu afin d'accompagner les porteurs de projets de l'île. Alors l'ADI est là pour justement, dans le cadre de nos missions, d'aider les entrepreneurs à développer leur activité, mais aussi à les accompagner. Donc aujourd'hui, on est là pour pouvoir permettre et travailler avec tous les Désiradiens sur le développement de leur stratégie de communication digitale, parce qu'on sait que la Désirade est une île qui a une double insularité. Donc il est important pour pouvoir développer son marché, qu'elle puisse toucher le marché guadeloupéen. Et donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir, par une communication digitale bonne, cohérente, de pouvoir toucher un plus large public et de présenter des produits qui sont vraiment exceptionnels sur l'île. Aujourd'hui, nous sommes revenus à la rencontre des entreprises désiradiennes dans l'objectif de leur présenter un atelier sur la stratégie de communication digitale.
Alors, il est vrai qu'une entreprise, vu le monde dans lequel on évolue, vu la concurrence qui est particulièrement rude, elle doit mettre en place une stratégie globale déjà de l'entreprise, tant financière qu'organisationnelle ou juridique. Ensuite, il y a le volet communication, donc permettre à l'entreprise de fidéliser sa clientèle, de rencontrer de nouveaux prospects. Donc, aujourd'hui, on leur propose de mettre en place une stratégie de communication ciblée sur le digital. Pourquoi le digital? On est sur une ligne qui souffre d'une double insularité. Des entreprises qui sont essentiellement des TPE qui n'ont pas forcément les moyens et l'envergure de mettre en place une vraie politique commerciale en leur sein. Elles ne peuvent pas le mettre en place pour plusieurs raisons, donc du fait de l'étroitesse du marché, du fait de personnel peut-être suffisant en interne de l'entreprise. Donc il s'agit pour nous, tout le monde, à partir d'un outil qui est le portable, de leur présenter quels sont les outils, qu'est-ce qu'elles peuvent développer avec un mobile pour pouvoir les accompagner au quotidien dans leur structure. Un reportage signé Michel Depape. Et maintenant, je reçois Madame Roselyne Cardoville, élue en charge de la commission PME-PMI à la ville de Morne-à-l'Eau. Elle est en compagnie d'Aline Danquin, élue en charge du marché. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Et donc, vous allez nous parler effectivement donc, de la journée nationale du commerce de proximité. J'ai appris l'existence de cette journée nationale donc aujourd'hui. Je suis content effectivement qu'on célèbre nos petits business. Mais comment vous définissez effectivement un commerce de proximité? Bonjour. Bonsoir, Sancy. Le commerce de proximité, c'est quoi? C'est nos petits commerces au centre-ville, c'est-à-dire le boulanger, le boucher, tous les magasins de petits services, la pharmacie et tant d'autres. Donc tous les artisans, les petits artisans également, comme des commerces de proximité. Tout à fait. Morne-à-l'Eau, ville verte. Vous êtes plus justement sur le développement de petits business pour rester un petit peu dans votre logique, dans votre écologique, on va dire. Exactement. Nous sommes une ville de biodiversité et il faut savoir que nous avons l'écoquartier que nous développons énormément. Et justement, le cœur de Gripon est composé d'une centaine de commerçants. Donc, ce sont ceux-là que nous voulons mettre en priorité et que nous voulons prioriser. C'est pour cette raison que nous participons à cette journée. Vous avez même ressuscité le Lolo Pays. Également. Effectivement, donc il y a l'aspect culturel, l'aspect patrimonial que vous voulez conserver, mais est-ce qu'effectivement ces business se développent bien sur le territoire mornalien? Ah oui, tout à fait. Nous étions étonnés lorsque nous avons fait le tour du quartier pour voir le nombre de commerces que nous n'avons pas imaginé qu'il y en avait autant. Et tous y fonctionnent. Donc, ça veut dire que ces commerçants, ils ont toute leur place au sein de l'écoquartier. Donc, la population adhère bien à des petites entreprises et pas forcément se rendre en grande galerie où tout est disponible. Exactement. En tant que responsable du marché, quel autre avantage on a? À part le frais et les meilleurs produits de Guadeloupe, évidemment. Nous avons l'artisanat que nous développons également. Et nous avons des commerçants qui sont au cœur de Gripon et qui sont également sur notre marché. Donc, ça veut dire que le marché, c'est en relation avec les commerçants. C'est lié. C'est l'impulsion, en fait. Mais vous avez des dates? Vous avez une programmation pour eux? Nous avons le marché le samedi matin et nous avons aussi notre manifestation qui a eu demain, c'est-à-dire le 9, qui commencera demain à 9h et qui se terminera à 20h. Donc, tous les commerçants pourront mettre en avant, ceux qui ont fédéré surtout, pourront se mettre en avant. Et nous demandons aux autres aussi, à l'année prochaine, vous prévoyez déjà? Nous prévoyons déjà pour l'année prochaine, bien entendu. Très bien. Donc, comment va se passer cette journée? Alors, nous aurons pour cette journée, donc la journée va commencer le matin, le samedi matin, dès 9h jusqu'à 20h. Donc, avec effectivement un programme bien établi. Et pour conclure, c'est-à-dire que la fin de cette journée, donc vers 17h, sur la place Gertier-Archimède, donc nous allons réunir tous les commerçants de la commune. Vous allez les présenter officiellement tout à fait. Au Mornalien. Au Mornalien, on va dire ça. Présentation officielle des commerçants. Avec une petite animation, avec il y aura un orchestre prévu. Et voilà. Alors, petite question un peu personnelle. Est-ce que vous avez déjà ciblé vos stands préférés?
Non, on n'aura pas de favoris. Vous aimez tout le monde? On aime tout le monde. Nous sommes tous des Bordelais, nous aimons tout le monde. Nous savons aussi que nous avons recruté un manager de centre-ville qui n'a pas pu venir. Un manager de centre-ville? Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que nous avons un intérêt particulier pour les commerçants de la ville. Et l'objectif pour nous, c'est de redynamiser tout ça, donner une impulsion directe et nouveau. Donc, vous avez des personnes qui vont aller vers le client justement pour promotionner un petit peu... Ah, mais il y aura des ateliers, il y aura des jeux, il y aura toutes sortes d'activités. La ville sera en ébullition. Elle est déjà en ébullition, mais là sera l'osmose. Voilà. Parce qu'on voit effectivement que vous faites de plus en plus de manifestations sur Morne-à-l'Eau. Oui, nous disons qu'on est en ébullition. C'est en train de bouillir du côté de chez vous. Donc, le rendez-vous, c'est samedi. Ce sera où exactement? Alors, c'est samedi au centre-bourg, puisque c'est les commerces de proximité, c'est le centre-bourg qui sera visé avec une trentaine... Tout le centre-bourg de Morne-à-l'Eau, avec une trentaine de commerçants qui ont bien voulu jouer le jeu. Et est-ce qu'on aura des prix? Donc nous aurons... Des petits produits exceptionnels pour les fêtes aussi? Mais tout à fait. Nous voyons les choses, nous faisons les choses comme il faut. Comme il faut. Donc, du coup, nous aurons pas mal de surprises, évidemment, et on attend sur cette population mornalienne. Pour, en général, ils répondent présents sur les marchés. Et ça va même au-delà de Morne-à-l'Eau. Bon, on espère, voilà, qu'ils seront très nombreux cette fois-ci, puisque les commerçants comptent beaucoup sur la population. Donc, voilà. Et le mot de la fin? Mais le mot de la fin, c'est ensemble, l'esprit de groupe, la cohésion totale, pour mieux réussir. C'est votre dicton sur Morne-à-l'Eau? Oui. Oh, sympa. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler donc de cette journée nationale. Allez-y. On va quand même un peu laisser un numéro de téléphone? Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Alors, nous avons laissé le numéro de téléphone de M. Mozaroudi. Alors, ce sera le 0690 33 11 37. Donc, vous pouvez nous appeler pour plus de précision, mais vous ne serez pas déçus. Monsieur Mozart, moi je vends le temps, puisqu'il préfère rester dans l'ombre. Il est juste là, il préfère rester dans l'ombre. Qui est Monsieur Mozart pour les téléspectateurs? Faut pas le regarder. Le chargé de développement de la ville de Morne-à-l'Eau, c'est monsieur tout le monde, c'est monsieur de la ville écoquartier. D'accord. Et il veut se fondre dans la masse, c'est ça? Exactement. Il veut pas trop monsieur écoquartier, tout le monde le connaît. Demandez monsieur Mozart, tout le monde le connaît. Très bien, international. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues nous présenter donc l'organisation de cette fête autour des commerçants mornaliens. Ça se passera samedi toute la journée de 9h à 20h. Donc vous pourrez faire des bonnes affaires et acheter aussi des productions locales. C'est très important. Il y aura aussi des festivités. De quoi profiter en famille, tout simplement. Merci encore. Merci. Et on part maintenant, attendez, on se rend maintenant à Petit Canal, chez vos voisins, tiens, pour le coup, pour une journée spéciale pour les aînés de la ville. Nos seniors ont pu bénéficier des conseils de Suzy Zozio pour rester en bonne santé grâce à l'alimentation. Elle n'était pas chez vous dernièrement? Oui. Il me semble bien que je l'ai vu passer à Morne-à-l'Eau. Et après, effectivement, vous savez, nos aînés sont de véritables bibliothèques vivantes, donc ils en ont profité aussi pour leur donner des conseils, même si elle est docteur, tiens, oui, nos aînés sont très forts, regardez. Quand nous avons démarré en 2014, il faut savoir que le CCAS même n'existait pas. Et donc, on a eu à organiser rapidement ce CCAS pour accompagner dignement ce public. Parce que vous savez, le Centre communal d'action sociale, c'est la politique de solidarité, c'est la politique de logement, c'est la politique d'insertion, mais c'est une politique qui renoue aussi avec la famille. Et les aînés, ça a été vraiment une priorité. J'aime à le dire, le maire de Petit Canal, l'équipe municipale accompagne les aînés de Petit Canal. Et on fait tout pour que nos aînés puissent vraiment s'épanouir sur le territoire de Petit Canal. Dans la Semaine Bleue, nous avons écrit un projet l'année dernière qui est celui de rompre l'isolement social des personnes âgées du Nord Grande-Terre. Et donc, avec l'association, nous avons réalisé le festival culturel du Nord Grande-Terre fin août. Et maintenant, nous sommes dans la Semaine Bleue, donc nous avons organisé avec le CCAS et la commune de Petit Canal une journée de convivialité avec les personnes âgées du Nord Grande-Terre, avec les associations. Donc, nous nous retrouvons à Duval avec plusieurs ateliers. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment recréer, renouer le lien avec nos aînés. Effectivement, depuis 2019, depuis la crise sanitaire,
On n'a pas pu nous rencontrer dans ces conditions idéales pour vraiment exprimer cette nécessité de partager des moments ensemble et de participer à des activités extérieures et de redécouvrir tout le potentiel de notre belle Guadeloupe, de notre de tous nos sites. Nous avons l'habitude tous les années de participer à la Semaine Bleue à Petit Canal. Et ça nous amène beaucoup de choses parce que ça nous a déjà fait visiter un peu partout sur la Guadeloupe. Alors aujourd'hui, j'ai posé des questions. Aujourd'hui, sur le stand qu'on est là, le stand de Madame Suzy Zozio, parce que de ce qu'elle développe aujourd'hui, j'ai pu lui apporter des connaissances. Et puis, nous aussi, par rapport à son métier, elle nous a apporté beaucoup de choses. Surtout en parlant des fruits qu'elle nous montre là. La population de Petit Canal, c'est une population qui vieillit bien, mais il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Et moi, avec les 74 ans que j'ai déjà côtoyé plusieurs personnes, plusieurs grandes personnes. Alors, je peux leur donner des renseignements sur les fruits qu'elle nous a proposés. Les bibliothèques vivantes. Et les proches de Curtis Kaboul, dit Titis, lui ont dit adieu cet après-midi. Après plusieurs hommages rendus toute cette semaine, le rappeur a rejoint sa dernière demeure. Regardez. Il a apporté une musique qui va vraiment faire son chemin. Et aussi, c'était un garçon persévérant avec des petits moyens. Il s'est donné vraiment le tout pour y arriver. C'était un battant, un garçon qui ne se laissait pas freiner et qui avait quand même son caractère sur ce qu'il aimait. Il faut savoir qu'il a commencé à chanter, il était jeune garçon. Chez moi, il a ouvert un studio dans le bas de ma maison, à Bemao. Et puis, il faisait son petit chemin en musique. Il écrivait. Moi, je disais que si ce qu'il faisait avec ses écrits, à travers les notes qu'il prenait pour sa musique, il faisait ça, il serait un grand diplômé, un grand intellectuel, parce que pour écrire, il savait faire ça très vite. Et ses messages, sa musique apportait beaucoup de messages, beaucoup de bonnes choses pour la jeunesse. Je dirais pas seulement la jeunesse non plus, mais c'était intergénérationnel parce que les jeunes l'appréciaient, les vieux, les papis, les mamies, c'est tout le monde qui l'appréciait, qui aimait la musique. Entre Curtis et moi, c'était vraiment une relation, on va dire, au niveau musique associée, parce que le mot manager, producteur, c'était pas dans notre jargon. Parce qu'on estimait qu'on n'était pas au niveau, à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a quand même une partie production, mais voilà, c'était frère et voilà. Que les jeunes continuent à écouter ce qu'il a laissé pour eux, pour la famille, sa musique, et qu'il ait une oreille attentive sur tout ce qu'il leur disait. Il avait beaucoup d'amis frères. À travers tout ce qu'il disait, qu'il n'oublie pas, parce que c'était un garçon aussi qui savait donner de bons conseils. Alors, aujourd'hui, je ne dirais pas que... Aujourd'hui, c'est une tristesse pour moi. Ce n'est que le début. Ce n'est pas une journée de tristesse, parce que je sais qu'à travers lui, il laisse de la joie. Et il laisse une sérénité aussi pour nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News.